Bonjour, pour ce nouveau numéro, je vous emmène découvrir une collection d'art abstrait unique en France. Il s'agit de l'espace de l'art concret situé dans l'enceinte du château de Mouans-Sartoux. Ce centre d'art accueille 30 000 visiteurs par an et il a vu le jour en 1990. Bonjour Régine. Enchantée. Enchantée. Et bienvenue à l'espace de l'art concret, dans notre petite ville de Mouans-Sartoux. Donc vous êtes l'administratrice. Voilà, je suis l'administratrice de l'espace de l'art concret depuis de nombreuses années maintenant. Alors, espace de l'art concret, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que c'est un musée? Mais il me semble avoir lu que c'était pas forcément un musée. Non, vous avez raison. Donc l'espace de l'art concret, c'est un centre d'art contemporain et depuis 2020, labellisé d'intérêt national par le ministère de la Culture. On a eu notre labellisation en janvier 2020. Quand on parle musée, on parle collection permanente. Donc un centre d'art, normalement, pas de collection. Sauf que nous, forcément, c'est une exception. Il y a très peu de centres d'art comme nous, mais on en a deux en région PACA. Donc un centre d'art contemporain d'intérêt national, mais qui dispose d'une collection qui appartient au ministère de la Culture, au CNAP, au Centre national des arts plastiques, qui est dite Trésor national. Parlons un petit peu de ce château. C'est bien le château de Mouans-Sartoux qui date du 15e siècle. Voilà. Et c'est là où toute l'activité de l'espace de l'art concret a commencé. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 80, on va dire 1987, 1988, il faut imaginer que là, les grilles du château étaient fermées. Ça appartenait à une famille qui étaient les Péguillons, donc des privés, et qui avaient hérité de leurs ancêtres de ce château du XVe siècle. Et au bout d'un moment, c'est un très beau lieu. Là, vous voyez un très beau parc, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ils avaient beaucoup de mal à l'entretenir. Le parc était pas du tout déboisé comme ça, mais c'était vraiment très compliqué pour eux. Et le château, ils vivaient dans une tour, celle-là. Oui. C'était à peu près qui est aujourd'hui la tour où on a une partie de nos bureaux. Et donc, les Péguillons ont mis en vente leur château. Et bien évidemment, la ville, qui était dirigée à l'époque par André Asquéry, qui était le père de notre maire actuel, Pierre Asquéry, a usé de son droit de préemption et a acquis le château. Et tout de suite, il savait qu'il voulait en faire un lieu dédié, en tout cas, sinon à la culture, au moins à l'éducation. Avec l'aide de l'État, du ministère de la Culture de l'époque, ils ont fait les premières rénovations du château, déboiser le parc, etc. Et ils ont organisé en 1989 une porte ouverte pour que les Mouançois puissent enfin rentrer dans ce parc qui aujourd'hui est public. Parmi les milliers de visiteurs qui se sont pressés sur ce week-end porte ouverte, il se trouve qu'il y avait deux collectionneurs suisses, Gottfried Honegger et Sibylle Albers, lui étant aussi artiste et c'était un couple, et ils avaient une maison de vacances à la Roquette-sur-Siagne, vraiment tout à côté ici. Et donc ils sont rentrés dans ce parc, ils ont découvert ce château et moi les ayant connus, je pense que le mot n'est pas fort, ils sont littéralement tombés amoureux du lieu et eux étaient propriétaires donc d'une collection qui à l'époque faisait à peu près 550 œuvres d'art plutôt constructif et construit, donc ce qu'on appelle d'art concret, art géométrique, mais pas seulement, ils avaient aussi des minimalistes américains et donc ils sont allés voir le maire de Mouans-Sartoux qui a été séduit par ce couple de Suisses en plus, voisins avec leur maison de vacances ici à la Roquette et par leur projet de dire nous on veut bien mettre à disposition notre collection. Et puis vous proposer des expositions. Donc c'est en 1990 que vraiment ce lieu a vu le jour. Voilà. Et donc vous me parlez d'une fameuse collection finalement qui a donné lieu à c'est leur collection. Leur collection. Leur collection où ils avaient fait venir le gros de leur collection qui était à l'époque ce bâtiment qu'on appelle les écuries ici que vous voyez derrière la petite maison jaune là qui aujourd'hui accueille le service finance de la ville. Pourquoi centre d'art contemporain? Parce que donc nous on est financé par le ministère de la Culture, par la DGCA, Direction Générale de la Création Artistique, et pas par la Direction des Musées de France. Oui.
et donc qui finance surtout les lieux, enfin qui finance, son but c'est de donner des subventions aux lieux pour promouvoir la création contemporaine. Voilà, on se trouve donc dans la donation Albert Sonneguer qui porte le nom de nos donateurs et de nos fondateurs. Et je vous présente Estelle. Bonjour. Bonjour, enchantée. Médiatrice, responsable de la communication. Donc, les actes de donation ont lieu en 2001 sous certaines conditions, donc donation à l'État. La première étant que la collection reste unique et entière, qu'elle ne soit pas dispatchée dans d'autres musées ou centres d'art à travers la France. Et l'autre critère, pourrait-on dire, c'est qu'il y a un bâtiment spécialement conçu pour l'accueillir, d'où la construction du bâtiment de la donation donc dans lequel nous nous trouvons, qui a été inauguré en 2004. Donc l'entièreté de la collection est gardée sur place, avec près de 800 œuvres. Voilà, j'allais vous demander, il y a combien d'œuvres au total? On a presque 800 œuvres. Oui. Alors, pas tout à fait, mais presque. On arrondit à 800. Voilà, parce qu'en fait, la première donation donc, qui avait été faite par Gottfried Honegger et Sibylle Albers a tourné autour de 450 œuvres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de leur vivant jusqu'à leur disparition, donc en 2016 et 2018, ils avaient continué à acheter des œuvres, les donner à l'État, donc elles étaient inventoriées, collection Albert Honegger, donc au Centre national des arts plastiques, et nous en récupérions le dépôt. C'est ce qui fait que cette collection, on peut dire qu'elle a grandi en même temps que le centre d'art. Et donc chaque année, on propose un nouvel accrochage avec une sélection d'œuvres de cette collection, parce que bien évidemment, on ne peut pas présenter les 800 œuvres. C'est un petit peu beau. Alors, il faudrait pousser les murs. Il faudrait pousser les murs, déjà que le bâtiment est quand même assez grand. Et depuis maintenant 5 ans à peu près, on a décidé à ce que ce choix ne soit pas fait par nous, mais par des artistes que l'on va inviter. Et en fait, ils vont choisir des œuvres avec lesquelles ils se sentent en résonance. Est-ce qu'il y a une thématique à chaque fois, chaque année, ou c'est vraiment... Alors, la thématique, elle est choisie par le ou les artistes invités. Et cette année, pour le coup, on peut se diriger dans les premières Oui, d'ailleurs, je vois salles. bien cette couleur bleu-verte qui m'attire, qui attire l'œil en tout cas. Oui, qui est très, très forte, très lumineuse. Donc, la thématique de cette année, c'est que nous avons un partenariat avec la Fondation Joseph et Annie Albers, qui se trouve dans le Connecticut aux États-Unis, qui propose en fait 3 types de résidences, une aux États-Unis, une en Irlande et une au Sénégal. Et en fait, donc, notre directrice Fabienne Grasser-Fulcheri a sélectionné 7 artistes qui ont réalisé l'une de ces résidences à venir donc chez nous pour justement faire ce choix au sein de la collection et faire des face-à-face avec leur propre travail. Et là, entre autres, vous avez le travail de Annie-Marie Akoussa, qui est d'origine ghanéaise, d'où cette couleur bleue qui est très répandue en fait dans la culture ghanéenne, et qu'elle vient ensuite travailler sur des sortes de supports comme des cahiers d'école. La personne que vous voyez imprimée a été un des premiers noirs à parler, par exemple, de tout ce qui est de l'esclavagisme, des droits des Noirs, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les écoles ghanéennes. Donc à chaque fois, elle fait vraiment ce lien entre une forme très plastique et très visuelle et une forme très historique de sa culture. Donc ce qui est aussi assez spécifique dans ce bâtiment, c'est son architecture. Donc c'est une architecture qui a été réalisée par un couple d'architectes suisses, Annette Gigon et Mac Guyère. C'est un choix à l'aveugle qui a été fait notamment par la mairie. Et les architectes l'ont présenté comme étant une forme d'arbre géométrique. Et je trouve que c'est une terminologie vraiment intéressante par rapport à la fois à l'écrin végétal qu'est le parc qui peut l'accueillir, et également par rapport au rôle qu'il a à tenir à présenter la collection. Et le souhait donc, du couple de collectionneurs Gottfried Honegger et Sibylle Albers était à ce qu'il soit à taille humaine, tout simplement parce que le mouvement de l'art concret, l'utopie première, c'est un art universel et universaliste, accessible à tous. Et donc cette notion d'accessibilité doit aussi se retrouver
dans la manière dont on va être mis en relation avec les œuvres. Donc finalement, on n'est pas dans des volumes extrêmement importants. C'est vrai, on est plutôt dans des volumes assez intimistes. C'est aussi en écho aux salles de la galerie du château, donc, où on présente des expositions temporaires. Et la déambulation que nous allons en avoir, un petit peu comme dans une maison, c'est qu'en fait, toutes les salles communiquent les unes avec les autres sous une forme de colimaçon. Et donc petit à petit, on va monter petit à petit comme ça, on va prendre de la hauteur. Vous pouvez voir qu'il y a de très grandes baies vitrées qui apportent vraiment une lumière naturelle importante pour les œuvres. Et donc pour le coup, on est dans quelque chose d'extrêmement familier et de très serein également. Comment elle s'appelle cette Alors ça justement, salle avec ses œuvres, c'est vrai que c'est donc intriguant. là vous avez le travail de Marie Hazard qui est vraiment un très très beau travail. En fait c'est du fil de papier. Du fil de papier. Elle travaille, oui tout à fait. Je peux toucher ou pas? Alors non, désolée. C'est le principe de la conservation de nos lieux. Mais on dirait du tissu en fait. Alors oui, tout simplement parce qu'elle utilise la technique du tissage. En fait, tout son travail repose sur cet héritage très ancien qui remonte aux temps les plus anciens. Sauf que elle va travailler cette technique avec des matériaux qui, en soi, n'avaient pas forcément une grande histoire avec le tissage. Par exemple, elle va utiliser des fils de cuivre, elle va utiliser de la chambre à air. Et là, entre autres, vous avez du fil de papier. D'accord. Et tout ensuite est un jeu très aérien de composition. On voit sur le côté ces espèces de mèches qui donnent vraiment cet effet très évanescent. Et ce qui est assez fou en fait dans son travail, c'est qu'elle va débuter par des études plastiques de couleurs et de composition que vous allez retrouver juste ici. Qui en soi ne semble pas avoir de rapport immédiat avec le résultat final. Oui. Vous voyez qu'elle va le travailler sur du verre, donc on est sur comme de la peinture en fait. Mais ça lui permet vraiment d'étudier différentes compositions, différentes couleurs, différentes façons dont la lumière va pouvoir accrocher sur cette couleur. Et c'est une fois qu'elle a défini au travers de différentes expérimentations ces différents éléments qu'elle en vient à réaliser pour le coup ce type de composition, mais cette fois-ci en tissage. Et donc Marie Hazard a choisi au sein de notre collection cette pièce de Richard Long qui s'appelle Small Alpine Circle. Richard Long faisait partie d'un mouvement qui s'appelait le Land Art, qui avait pour principe à ce que les œuvres d'art ne soient pas du tout dans des espaces clos, dans des espaces dédiés, mais bien au contraire dans des espaces naturels, que finalement le visiteur peut très bien être le randonneur qui au détour de son parcours va tomber sur ce type d'installation. Souvent, c'était réalisé exclusivement avec des matériaux trouvés sur place. Et c'est vrai que, pour le coup, Richard Long a trouvé un petit subterfuge pour que cette fois-ci, ce soit dans un espace clos, comme ici dans la collection. C'est qu'en fait, les pierres sont issues de carrières. Donc, en fait, elles avaient presque déjà perdu un statut naturel pour devenir un statut plus industriel. Mais l'idée, c'est qu'une fois que la pièce est montée en pleine nature, elle vit sa vie, le temps qu'elle va être présente et que parfois elle en vient jusqu'à une disparition totale. Mais c'est vraiment le principe du land art. Ensuite, on va découvrir le travail de Charlotte von Peul. Donc vraiment un travail très fort sur la couleur. Ah oui, oui. Vraiment comme une expérience à la fois visuelle dans le traitement de composition qu'elle choisit. Là, on voit c'est ces systèmes. Alors, c'est pas du tampon, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Donc c'est quoi? C'est le bout d'un pinceau, non? C'est pas fait au pinceau? Alors, c'est fait au pinceau, mais la première étape, c'est qu'elle vient définir au crayon de papier. Parfois, on arrive à les voir, toutes ces petites formes. Ah oui. Et une fois que l'ensemble est dessiné sur la toile, c'est là où elle revient par cette couche de peinture au pinceau. Donc en fait, ça demande un temps extrêmement long. Historiquement, on peut vraiment faire le lien avec un artiste comme Opalka, par exemple, qui numérotait donc, sur ses toiles de jour en jour tout le temps nécessaire à la réalisation de l'œuvre elle-même. Donc on est sur une œuvre très, très visuelle, très plastique, mais qui en fait nous rend compte plus d'un temps passé. Vous savez combien de temps justement elle a passé à faire cette œuvre? Non, c'est très honnêtement, non.
Non, elle l'a pas dit. Peut-être l'a-t-elle dit, mais là pour le coup je me souviens plus. Autre expérience que l'on peut faire donc avec Charlotte von Peul, c'est cette pièce au sol. Oui. Absolument incroyable, qui s'appelle les 7000 Newtons. D'accord, donc il y en a 7000, j'imagine. Voilà. Qui a donné beaucoup on va dire, de sueur froide et d'attention de la part de notre équipe régie, qui s'occupe du montage des expositions. Donc c'est vraiment un champ de couleurs qui va jouer en fonction de l'intensité lumineuse, donc d'où ces grandes baies vitrées. C'est vraiment nécessaire à la lecture des œuvres et qui vient en fait à la fois modifier notre mobilité dans l'espace pour passer de salle en salle, mais également modifier presque la perception dont on peut avoir de cet espace, parce que on ne s'en rend pas immédiatement compte, mais en fait, cela vient donner des variations colorées à la lumière. C'est très imperceptible, mais n'empêche que ça agit. Et donc, pour le coup, Charlotte a choisi de mettre en regard avec ces tableaux d'Aurélie Nemours, qui est donc une artiste de la collection, une très grande dame de l'abstraction géométrique en France, qui avait eu en 2005 une grande rétrospective au Centre Pompidou, et qui, elle aussi, nous parlait, et bien sûr, de la couleur, avec par exemple ce tableau Ostie, qui est une ville en Italie, et pour elle, c'était l'idée de rendre l'intensité lumineuse de ce qu'il pouvait y avoir dans ce village, et on voit bien la vibration extrêmement lumineuse de ce tableau. Globalement, la collection, c'est le mouvement de l'art concret, donc on est en 1930. Des mouvements... Alors justement, je ne vous avais pas encore posé la question. On parle d'art concret à partir de quelle année? Donc là, vous me parlez de 1930. Oui. Donc on n'est plus dans l'art moderne finalement. Non, alors le principe de l'art concret, officiellement, c'est 1930, tout simplement parce qu'il y a un manifeste qui a été écrit par Theo Wansberg et quelques acolytes, et qui définit un certain nombre il y a 6 règles en fait dans ce mouvement de l'art concret. La première étant qu'il n'y a rien de plus réel et par conséquent concret qu'un plan, qu'une ligne, qu'une forme, qu'une couleur. Le mouvement de l'art concret prend ses racines donc au début du XXe siècle. On a encore à l'époque, on est autour de Dada, des suprématismes. C'est vraiment les tout débuts de l'abstraction, voilà. Mais la différence par rapport à cette première génération, parce que l'art concret, on va parler qu'on est plutôt sur la seconde génération, c'est que cette première génération venait tous d'une peinture de la figuration, c'est-à-dire qu'ils représentaient le monde. Et ensuite, ils en sont venus comme à enlever les couches superflues pour en venir à une forme archétypale qui est cette géométrie. Les artistes du mouvement de l'art concret considèrent que finalement, on n'a plus besoin de ce référent premier à la figuration, que l'œuvre va être entièrement pensée avant d'être produite. Et ce qui est assez génial, il faut le dire quand même dans ce mouvement, c'est qu'on n'a pas besoin entre guillemets, d'avoir fait des études en histoire de l'art. Il n'en a pas besoin d'être un adulte. On peut avoir une quelconque culture. Nous sommes notre propre prisme de lecture. C'est nous qui allons, selon la manière dont on va expérimenter l'œuvre, et bien donner une lecture à cette œuvre. Et il n'y a pas de fausse lecture. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher des références dans des sources. On peut le faire ensuite, si on veut avoir encore une vision encore plus précise. Mais en soi, l'important pour ces artistes du mouvement de l'art concret, c'était le dialogue entre le spectateur et l'œuvre, et l'expérience qu'il peut en faire. Donc ici, nous arrivons dans la dernière salle de l'exposition, dernière salle la plus haute dans le bâtiment. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'en fait, on l'appelle la salle cathédrale. Oui, c'est vrai que la hauteur sous plafond est impressionnante. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on était sur des demi-niveaux. Et là, on arrive sur un niveau classique. On voit aussi que les fenêtres ne sont plus directement accessibles. Nous avons fait notre cheminement visuel et intellectuel. Et donc, on termine avec ce travail de Damien Poulain, également artiste, donc qui a réalisé cette résidence à la Fondation Joseph et Annie Albers, qui a choisi dans la collection Richard Paul Lose. Et donc pour le coup, Damien Poulain propose le mot love,
un beau mot, amour, où on va retrouver la lettre L en haut à gauche, le O, le V et le E. Ah oui, oui, j'avais pas... Mais travaillé de façon effectivement, très graphique. Maintenant que vous le dites, oui, je vois bien love, mais c'est vrai que quand on voilà, on pense pas forcément... Et en fait, pour lui, c'était important de prendre ce mot parce que c'est certainement celui qui est le plus imprimé, brodé, diffusé sur toutes sortes de supports, des mugs, des calendriers, des t-shirts, des tennis. Et que justement, il va pouvoir jouer sur la taille de la représentation de celui-ci de façon assez discrète, parce que si on ne regarde pas bien la composition, effectivement, on ne lit pas le mot, on voit juste une composition graphique. Et c'est vraiment l'idée de diffuser ce mot d'amour, finalement, que l'amour n'a pas de taille, c'est le titre qu'il en donne, Love Have No Size, dans cette idée que finalement, voilà, l'amour doit être donné quoi qu'il en soit. Et que regarder de l'art, c'est aussi une part d'amour et de partage. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Estelle, on vient de quitter donc la salle où se trouve la collection permanente, mais ici il y a aussi des expositions temporaires tout au long de l'année. Oui, tout à fait. On a une très belle programmation artistique. En fait, il faut savoir qu'on fait à peu près entre 4 et 6 expositions temporaires sur l'année. Ah oui, donc on a un roulement quand même assez important. Entre autres, donc nous allons bientôt accueillir au château Virginie Barré pour l'exposition Absolue de Rose, et à la donation nous accueillerons François Morlet, Amitié choisie avec la collection Albert Sonneger, entre autres parce qu'on fête en 2026 le centenaire de la naissance de François Morlet. C'est un événement à l'initiative du Centre Pompidou et qui en fait regroupe un certain nombre, près d'une vingtaine d'institutions culturelles partout en France. Voilà. Mais bien évidemment, autre élément très important, mission de l'espace de l'art concret, qui est vraiment au cœur vraiment de toutes ces volontés, c'est bien sûr la notion de transmission auprès de tous les publics, petits, jeunes, avec toutes les spécificités aussi que ceux-ci peuvent avoir. Et pour cela, je vous présente donc Amandine Briand, qui est médiatrice et également chargée du développement des publics. Amandine, ici ce n'est pas un simple lieu, j'ai envie de dire, on peut admirer des expositions, qu'elles soient permanentes ou temporaires. Il y a tout un programme en fait adapté à, j'ai envie de dire, à n'importe quel public finalement ici dans cet espace. Oui, alors c'est vrai que maintenant on a la chance d'avoir une offre assez diversifiée pour tout public. Déjà l'espace de l'art concret accorde un rôle essentiel à la pédagogie depuis toujours. On a un bâtiment qui est dédié aux ateliers pédagogiques qui est créé depuis 1998. Et ça fait quelques années maintenant qu'on a vraiment créé une offre qui est pour tout le monde, c'est-à-dire des tout petits bébés jusqu'aux seniors. Des bébés, c'est-à-dire à partir de 6 mois. On prend les bébés à partir de 6 mois. Donc on a plusieurs offres pour eux. Donc on a les baby visites, baby musique. Donc ce sont vraiment des petits parcours sensoriels de 30 minutes à peu près pour avoir la concentration au maximum des tout petits. Et puisque l'idée c'est vraiment de les initier à l'art dès leur plus jeune âge. On va avoir aussi beaucoup de visites avec des ateliers créatifs, toujours associés à une visite guidée. C'est vraiment des ateliers de famille. Oui, j'allais dire, voilà, les ateliers créatifs, c'est uniquement pour les enfants ou c'est pour tout le monde ? Alors, tous les ateliers proposés sont, pas tous, mais on va dire une partie, sont proposés pour les familles. Donc c'est vraiment un moment de partage et de découverte entre les enfants et leurs parents. En tout cas, ça, c'est les activités qui sont proposées pour les familles sur les week-ends. Généralement, un dimanche par mois, on a différentes activités qui vont tourner entre les baby visites, baby musique. Après, on a des visites commentées pour les adultes. Et on accueille aussi beaucoup d'enfants, mais aussi des parents pour des ateliers sur les vacances scolaires. On accueille beaucoup de scolaires aussi sur l'année. L'idée, c'est vraiment de montrer finalement que
l'art concret est à la portée de tous, quoi, finalement. Oui, donc à travers toutes ces visites qu'on propose, c'est justement de montrer que l'art est accessible à tous. C'est pas fermé pour un public spécifique. Au contraire, tout le monde peut venir. C'est pour ça qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années des activités aussi pour les tout petits, parce que d'ailleurs il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui prouvent que c'est important d'initier les bébés aussi à l'art. On peut peut-être terminer avec les informations pratiques. Je crois que cet espace est ouvert du mercredi au dimanche, si je dis pas de bêtises. De septembre à juin, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Et l'été, à partir du 1er juillet jusqu'à fin août, on est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 11h à 19h. Toutes nos activités sont à retrouver sur notre site internet, que ce soit les ateliers en famille pour les individuels, mais aussi les stages artistiques qui ont lieu à chaque vacances scolaires. Merci Amandine. Merci.